L'odeur des merguez grillées flottait encore dans l'air quand elle a parlé. Chloé se tenait à côté de lui, la main légèrement posée sur son dos, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Lucas, si tout ça disparaissait demain, je serais toujours là. » Il la regarda, mais quelque chose dans ses yeux lui disait qu'elle savait déjà. Et soudain, les rires autour d'eux semblèrent n'être qu'un bruit de fond pour une vérité à laquelle il ne pouvait plus échapper. Le jardin était plein de vie. Des enfants se poursuivaient avec des bombes à eau. Les oncles débattaient de la cuisson parfaite des saucisses. Une musique flottait nonchalamment dans l'air d'été. Lucas Martin souriait et jouait le jeu, une assiette à la main, le rire répété. Personne ne remarqua la façon dont ses doigts tremblaient autour de son verre. De l'extérieur, tout semblait en place. Une femme aimante, une fille magnifique, une entreprise de technologie dont la ville était fière. Mais à l'intérieur, il s'effondrait. Les comptes en banque étaient presque vides. Les investisseurs s'étaient retirés. Les procès allaient arriver. Il ne l'avait pas dit à Chloé. Pas encore. Et maintenant, debout à côté du barbecue de son beau-père, avec des cousins et des voisins qui plaisantaient autour de lui, Lucas se sentait comme un homme sur un navire en train de couler, saluant les gens sur le rivage. Ceci est l'histoire de comment il a tout perdu. Statut, argent, fierté, et a découvert la seule chose sur laquelle il pensait ne jamais pouvoir compter. L'amour qui reste. Mais ce jour-là, il n'avait encore aucune idée de ce qui l'attendait. Lucas Martin n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Son père, mécanicien dans une petite ville près de Lyon, disait toujours « On ne devient pas riche, on se débrouille ». Lucas a pris cela à cœur. À 15 ans, il réparait des ordinateurs dans leur garage. À 22 ans, il avait déménagé à Paris avec un sac à dos, un téléphone cassé et un business plan griffonné sur des serviettes de café. Il a bâti sa start-up technologique, EduConnect, avec des nuits blanches, des nouilles instantanées et la conviction féroce qu'il pouvait créer quelque chose de plus grand que lui. Et pendant un temps, ça a marché. Les investisseurs appelaient. Des articles étaient publiés. Son logiciel pour l'éducation rurale à distance a connu un succès fulgurant pendant la pandémie. Lui et Chloé ont déménagé dans une plus grande maison. Ils ont acheté une voiture qui ne grinçait pas. Ils ont emmené la petite Léa voir la mer pour la première fois en Normandie. Mais même avec le succès, Lucas ne s'est jamais débarrassé du sentiment que tout pouvait disparaître. Chloé était son ancre. Elle était stable. Une institutrice de primaire, qui mettait encore des petits mots écrits à la main dans le goûter de Léa. Elle ne se souciait pas du cours des actions ou des bêtises du genre Forbes 30 under 30. Quand il lui a demandé de l'épouser, il l'a fait dans la bibliothèque de l'école, entre les livres de contes et les affiches de conjugaison. Elle a dit oui sans hésiter, mais c'était avant Marc Dubois. Marc était vif, charmant et imprudent. Il a rejoint EduConnect en tant que cofondateur, apportant des relations tape à l'œil et des idées d'expansion risquées. Lucas, désireux de croître rapidement, a dit oui trop souvent. Puis les problèmes sont arrivés. Une levée de fonds promise a échoué. Ensuite, un client les a poursuivis pour un projet pilote raté. Marc a disparu pendant une semaine sans explication. Lucas a essayé de colmater les brèches, a vendu du matériel, a contracté des prêts en silence, a retardé les salaires. Il a dit à Chloé qu'il restructurait, rien de grave. Elle l'a cru, mais chaque nuit, il restait éveillé, fixant le plafond, calculant les pertes dans sa tête. Au travail, il souriait. À la maison, il faisait semblant. Et pendant ce temps, les chiffres ne cessaient d'empirer. Ce matin-là, avant le barbecue, il est resté sous la douche longtemps après que l'eau soit devenue froide, essayant de répéter comment il allait lui dire. Il n'a pas pu, pas encore. Alors il s'est habillé, a conduit jusqu'à la maison de ses beaux-parents, l'a embrassé sur la joue, a porté la glacière comme si de rien n'était, et c'est là, tenant les pinces, retournant les saucisses, qu'il a réalisé. Il mentait à la seule personne qui lui avait jamais donné le sentiment d'être suffisant. Et les fissures commençaient à apparaître. Lucas disait qu'il ne construisait pas une entreprise, il construisait la liberté. La liberté de ne pas avoir à compter les centimes à la station-service.
de ne pas voir ses parents vieillir sans filet de sécurité, de la honte silencieuse de vouloir donner à son enfant plus que ce que l'on a eu, et de ne pas y arriver. À l'apogée d'EduConnect, ce rêve semblait à portée de main. L'entreprise venait de conclure un accord avec un groupement d'écoles dans le Grand Est. Les journalistes qualifièrent sa solution de « l'avenir de l'apprentissage rural ». Un investisseur l'a surnommé « le petit génie de la French Tech ». Et Lucas, portant toujours ses baskets usées, se sentait invincible. Il parlait d'acheter la maison de rêve de Chloé, celle avec une grande terrasse et un cerisier dans le jardin. Il l'avait même visitée une fois. Léa avait choisi sa chambre. On parlait de s'étendre à Berlin. Marc disait qu'ils ouvriraient un bureau à Londres. Un pacte mondial, appelait-il ça. Lucas était prudent, mais curieux. Il a commencé à concevoir de nouvelles fonctionnalités, à embaucher plus vite, à louer des bureaux plus grands. Il a ignoré les petits signes, un paiement en retard par-ci, un email manqué par-là, un appel étrange d'un contact d'un fonds d'investissement demandant pourquoi Marc ne s'était pas présenté à un pitch prévu. Pourtant, Lucas croyait en la mission, croyait qu'il pouvait surmonter n'importe quel problème à force de travail, jusqu'à ce que le coup tombe. Un vendredi matin, il a ouvert sa boîte de réception et a trouvé une assignation en justice. Un ancien client, une chaîne d'école privée, poursuivait EduConnect pour rupture de contrat. Le logiciel n'avait pas fonctionné comme promis. L'affaire pourrait durer des mois. Puis, quelques jours plus tard, Marc s'est volatilisé. Pas seulement du bureau, complètement. Son téléphone était coupé. Ses emails revenaient. Lucas a essayé d'appeler des contacts. Personne ne savait où il était. Certains ont fait allusion à des rumeurs, des dettes, d'anciens procès, un schéma de comportement. Et Lucas, il a été laissé pour ramasser les morceaux. Il a liquidé ce qu'il pouvait, a retardé d'autres paiements, a dit à son équipe que c'était un ajustement temporaire. Chloé l'a remarqué. Elle a demandé gentiment si tout allait bien. Il a dit oui, a dit que c'était juste un ralentissement, a dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Ce soir-là, elle lui a apporté une tisane et s'est assise à côté de lui pendant qu'il regardait des feuilles de calcul d'un air absent. Elle n'a pas insisté, mais l'inquiétude dans ses yeux est restée. Puis est venue la réunion avec leur plus gros client. Lucas espérait renégocier. Au lieu de cela, ils se sont retirés, silencieusement, sans drame. Le même après-midi, le compte bancaire de l'entreprise a été gelé à cause du procès. Il s'est assis seul dans le bureau vide, les lumières éteintes, le bourdonnement de l'ordinateur dans le noir. Le silence semblait final. Mais Lucas s'accrochait encore à une pensée. « Je peux arranger ça. Je le dois. » Parce que l'alternative, tout dire à Chloé, semblait pire que la faillite. Il n'avait pas seulement peur de perdre de l'argent. Il avait peur de perdre la façon dont elle le regardait. Il a d'abord vendu la voiture, discrètement, a dit à Chloé qu'il voulait être plus écolo et a commencé à se rendre à vélo à l'espace de coworking qu'il pouvait à peine se payer. Elle a souri et l'a embrassé sur la joue, fière de sa nouvelle décision, éco-responsable. Puis, ce fut le tour de l'équipe. Il a licencié 3 personnes sous prétexte de pivoter. L'une d'elles a pleuré. Une autre a simplement hoché la tête. Elle avait dû le voir venir. Après cela, il a sous-loué le bureau et a déménagé les opérations dans la chambre d'amis. Léa a demandé pourquoi papa était si souvent à la maison. Chloé a dit qu'il avait de la chance de pouvoir travailler près d'elle. Mais la chance n'avait plus rien à voir avec ça. Lucas avait épuisé 2 cartes de crédit. Il avait des arriérés d'impôts. La banque avait commencé à envoyer des lettres avec des en-têtes rouges, les épaisses. Et pourtant, il ne pouvait pas prononcer les mots. J'ai tout perdu. Il s'entraînait devant le miroir, dans la voiture, même une fois pendant le dîner. Il y avait du poulet rôti. Léa chantait une chanson de l'école. Il a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Que dit-on à quelqu'un qui a bâti sa vie en croyant en vous? Il a commencé à avoir des migraines, ne pouvait pas dormir. Parfois, il se réveillait trempé de sueur, le cœur battant, certain que le plafond allait s'effondrer.
Le pire est arrivé un matin où il a essayé d'acheter du lait et sa carte a été refusée. Il a fouillé dans la boîte à gants, a trouvé 3 billets de 5 € froissés et une poignée de pièces et a fait la queue en priant pour que personne qu'il connaissait n'entre. Ce soir-là, il s'est assis dans le salon après que tout le monde soit allé se coucher. Les lumières éteintes, la lueur de l'ordinateur portable dans le noir. Il a cherché comment déposer le bilan sans que son conjoint le sache. Le week-end suivant, c'était le barbecue familial. Chloé l'a supplié d'y aller. Cela faisait des semaines qu'il n'avait pas vu ses parents. Il a failli dire non. Mais la culpabilité l'y a poussé. Il se tenait dans le jardin, entouré de chaises pliantes et de bières bon marché, sa chemise collée à son dos, un sourire peint sur son visage comme un masque. Et puis c'est arrivé. Tonton Michel, l'oncle de Chloé, toujours bruyant, toujours observateur, a donné une claque dans le dos de Lucas et a plaisanté assez fort pour que la moitié du jardin l'entende. « Alors, Lucas, c'est pour quand l'entrée en bourse? Ou est-ce que le Golden Boy a déjà tout vendu et s'est tiré avec la caisse ?» Des rires. Lucas s'est figé. Chloé l'a regardé, lentement, attentivement. Quelque chose dans son expression a changé. Plus tard, alors que les invités se rassemblaient près de la table des desserts, elle l'a pris à part. « Dis-moi la vérité », dit-elle doucement. Sa gorge s'est nouée. Elle a attendu, les yeux calmes. Il n'a rien dit. Cette nuit-là, après avoir mis Léa au lit, Lucas a finalement craqué. Il s'est assis sur le bord de la baignoire, les mains tremblantes, les larmes coulant, chaudes et soudaines. Chloé l'a trouvé là. Il a levé les yeux. Honteux. « J'ai tout perdu, Chloé », a-t-il murmuré. « L'argent a disparu, l'entreprise est finie. Je t'ai menti, j'ai menti à tout le monde, je ne sais même plus qui je suis. » Elle n'a pas parlé au début, s'est juste assise à côté de lui sur le sol de la salle de bain. « Je savais que quelque chose n'allait pas, » dit-elle. « Je ne savais juste pas à quel point. Je ne te l'ai pas dit parce que je pensais que si tu savais, tu partirais. » Chloé se tourna vers lui. Les yeux rouges, mais fermes. « Je n'ai pas épousé une entreprise, » dit-elle. « Je t'ai épousé, toi. » Il s'est de nouveau effondré, cette fois sur son épaule. Mais même à ce moment-là, une partie de lui n'y croyait toujours pas. Une partie de lui pensait qu'elle se réveillerait le lendemain et réaliserait que la vie qu'ils avaient était terminée, et qu'elle partirait aussi. Parce qu'un amour comme ça, il n'était pas sûr que ça existait. Plus maintenant. Le lendemain matin, le monde semblait exactement le même. De la vaisselle sale dans l'évier, des factures empilées sur le comptoir, Léa fredonnant dans le couloir, inconsciente de la tempête qui avait frappé. Mais à l'intérieur de Lucas, quelque chose avait changé. Chloé n'était pas partie, elle n'a pas crié, ne l'a pas accusé, ne s'est pas retirée. Elle a fait du café, s'est assise en face de lui à table. Ses cheveux encore humides de la douche, ses doigts enroulés autour de la même tasse ébréchée qu'elle utilisait toujours. « Bon, » dit-elle simplement, « on va trouver une solution. » Lucas la fixa. « Tu n'es pas en colère ?» Elle hocha lentement la tête. « Je suis en colère que tu aies traversé ça tout seul. Mais je ne suis pas en colère contre toi. » Il baissa les yeux, la culpabilité lui oppressant la poitrine. « Je pensais que je devais tout réparer avant de te le dire. Comme si je pouvais juste arranger le désordre, tu n'aurais jamais à le voir. » Chloé tendit la main sur la table, la posant sur la sienne. « Je n'ai pas besoin de perfection, j'ai besoin d'honnêteté. » Cela l'a frappé plus fort que n'importe quelle facture ou assignation en justice. Pendant si longtemps, Lucas avait assimilé sa valeur à sa production, chiffre d'affaires, applaudissements, louanges. Mais là, quelqu'un regardait son moi nu et brisé et le choisissait quand même. Il ne savait pas quoi faire de cela. Plus tard dans la journée, pendant que Léa faisait la sieste, Lucas a ouvert son ordinateur portable, non pas pour vérifier le dernier râle du compte de l'entreprise, mais pour écrire. Pas du code, pas un pitch deck, juste des pensées, le regret, la peur, la gratitude. Il ne savait pas ce que cela deviendrait. Mais pour la première fois, il n'écrivait pas pour impressionner qui que ce soit. Il écrivait parce que c'était comme respirer à nouveau. Cette nuit-là, lui et Chloé étaient allongés dans le lit dos à dos. Le silence n'était pas froid, il était sûr. Il a murmuré « Je ne sais pas ce qui va suivre ». Elle a répondu «
Ça fait 2. Et puis, elle a cherché sa main sous les couvertures. Ce n'était pas un plan, ce n'était pas une solution, mais c'était quelque chose de réel. Et après tout, c'était suffisant pour commencer. Les semaines suivantes furent calmes, mais pas paisibles. Lucas a vendu le peu qui restait d'EduConnect. Du matériel obsolète, quelques licences restantes, un camion de culpabilité. Il a envoyé des emails à d'anciens clients pour s'excuser. Certains ont répondu, la plupart non. Chloé a repris le travail à plein temps. Sa classe avait besoin d'elle. Ils ont réorganisé les emplois du temps, se sont partagés les sorties de crèche, ont supprimé toutes les dépenses inutiles. Plus de plats à emporter, plus de services de streaming. Léa ne comprenait pas, mais elle ne se plaignait pas. Ils ont vendu la maison. C'était la décision la plus difficile jusqu'à présent. La terrasse, le cerisier, la chambre que Léa avait déclarée son château, disparu. Ils ont emménagé dans un modeste 2 pièces, près de l'école de Chloé. Plafond avec des taches d'humidité, voisins bruyants. Mais le loyer était gérable et, pour la première fois depuis des mois, les comptes étaient équilibrés. Lucas a commencé à travailler en freelance, réparant des sites web pour de petites entreprises, aidant un mécanicien à la retraite à créer un catalogue en ligne. Ce n'était pas glamour, mais ça payait les factures. La nuit, il continuait d'écrire, pas pour de l'argent, juste pour digérer. Parfois, ça sortait sous forme de journal intime. D'autres nuits, des lettres qu'il n'a jamais envoyées, à son père, à Marc, même à l'aléa du futur. Chloé en a lu une par accident. Elle a pleuré. « Tu devrais partager ça », dit-elle. « Personne ne s'intéresse à un type qui s'est planté », répondit Lucas. « Peut-être, » dit-elle, « mais beaucoup de gens sont encore par terre. » Quelque chose dans cette phrase lui est resté. Il a commencé à marcher davantage. Pas de musique, pas de téléphone. Juste lui et le bruit du gravier sous ses pieds. Parfois, dans le calme, il sentait quelque chose vaciller. Pas exactement de l'espoir, mais le début de celui-ci. L'email est arrivé un mardi. « Objet, nous voulons vous aider à vous remettre sur pied. » Il provenait d'un homme dont Lucas se souvenait à peine, quelqu'un qu'il avait rencontré une fois à un salon technologique à Paris, Vivatech. Maintenant, il dirigeait une obscure société de redressement d'entreprise, spécialisée dans la transformation de start-up en faillite en vaches à lait. « Nous pouvons effacer votre dette personnelle en 6 mois, promettait l'email, sans poser de questions. Tout ce que cela exigeait, c'était un partenariat, un petit compromis, fermer les yeux sur quelque chose. Lucas a fixé l'écran pendant un long moment. L'idée de la sécurité, même si elle était construite sur un compromis, était tentante. Il n'en a pas parlé à Chloé tout de suite. Au lieu de cela, il a fermé l'ordinateur portable et a fait du café. Mais cette nuit-là, la culpabilité l'a rendu agité. Il lui a dit. Elle n'a pas crié, mais elle a dit « S'il te plaît, plus de masques. Si nous devons reconstruire, ce doit être avec la vérité. » Il a hoché la tête. Mais la honte est restée. Plus tard, cette semaine-là, après avoir couché Léa, Lucas s'est assis seul sur le sol, les genoux ramenés contre sa poitrine. Il s'est murmuré « Et si j'échoue encore ?» Et encore plus profondément « Et si je n'ai jamais été à la hauteur depuis le début ?» Juste à ce moment-là, le téléphone a sonné. C'était un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Il a failli ne pas répondre. Mais quelque chose au fond de lui a dit de décrocher. « Monsieur Martin, c'est Madame Lefebvre. Je coordonne le programme d'orientation au lycée Victor Hugo. Nous avons entendu parler de votre ancienne entreprise et de votre histoire. Un de nos professeurs a pensé que vous pourriez être le genre d'intervenant dont nos élèves ont besoin en ce moment. » Lucas a failli rire. Un intervenant? Il était fauché, épuisé, tenait à peine debout. « Vous êtes sûr d'avoir la bonne personne ?» a-t-il demandé. « Nous n'avons pas besoin d'un millionnaire, » a-t-elle répondu. « Nous avons besoin de quelqu'un de vrai. » Il a dit qu'il y réfléchirait. Chloé l'a trouvé debout dans la cuisine, regardant par la fenêtre l'escalier de secours rouillé. Quand il lui a parlé de l'appel, elle n'a pas hésité. « Tu devrais y aller. » Pourquoi? Pour que je raconte à une salle pleine d'adolescents comment je me suis planté? Non, dit-elle. Pour que tu leur montres à quoi ressemble quelqu'un qui se relève. Il a dit oui.
Le jour de l'intervention, il a mis sa seule chemise propre et a emprunté une ceinture à un voisin. La classe n'était pas pleine. Peut-être 30 élèves, certains ennuyés, d'autres curieux. Quelques-uns ont reconnu son nom dans les titres des journaux locaux. Quelques-uns ont chuchoté. Lucas n'a pas utilisé de diapositive, n'a pas apporté de notes. Il a juste dit la vérité. Sur le fait de construire quelque chose à partir de rien. De courir après la croissance si vite qu'il en a oublié pourquoi il avait commencé. De la confiance mal placée, du silence choisi plutôt que de la vulnérabilité et du mensonge selon lequel votre valeur est liée à votre succès. Et puis, de la nuit où sa femme s'est assise sur le sol d'une salle de bain et l'a choisi quand même. Pendant un instant, la salle fut complètement silencieuse. Puis, un élève au fond a levé la main. « Mon père a fait faillite l'année dernière, dit-il. Il n'en a jamais parlé. » Lucas l'a regardé et a dit la seule chose qui semblait juste. Alors peut-être qu'il le porte encore tout seul. Après, quelques élèves sont venus le remercier. Une professeure l'a serré dans ses bras. Mais ce ne sont pas leurs mots qui lui sont restés. C'était le sentiment. De tout dire à voix haute. D'être vu et d'être toujours debout. Ce soir-là, de retour à la maison, Chloé corrigeait des copies sur le canapé. Léa s'était endormie avec un crayon de couleur à la main. Lucas s'est assis à côté d'elle, a tiré une couverture sur leurs jambes et a murmuré « Je crois que j'ai trouvé quelque chose aujourd'hui. » Chloé a levé les yeux. L'espoir, il a secoué la tête. Un foyer. Des mois ont passé. Lucas a lancé un petit podcast. L'autre côté de la chute. Pas viral, mais constant. Il partageait des histoires, invitait des gens, parlait des choses que les gens ont généralement trop peur de dire. L'école de Chloé lui a demandé de diriger un programme de mentorat. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient vrais. Et un après-midi, ils ont organisé un barbecue dans la cour de leur immeuble. Des merguez bon marché, des chaises pliantes, des enfants partout. Lucas retournait la viande pendant que Chloé apportait de la limonade. Quelqu'un lui a demandé comment il allait. Il a souri. Honnêtement, mieux que jamais. Et pour la première fois, ce n'était pas un mensonge. Des années plus tard, plus personne ne se souvenait de la start-up qui avait échoué. Les articles ont cessé. Les ragots se sont estompés. Même le nom de Marc Dubois avait été enterré sous une centaine de scandales plus récents. Mais Lucas Martin se souvenait encore de tout. Pas pour revivre la honte, mais pour se souvenir de ce qu'elle lui avait apporté. Lui et Chloé ont fini par acheter une petite maison en périphérie de la ville. Rien d'extraordinaire. 2 chambres, un jardin que Chloé a rempli d'herbes aromatiques et de plants de tomates tenaces. Léa avait une balançoire dans le jardin et une armoire pleine de livres d'occasion. Lucas n'est jamais retourné à la technologie. Il n'en avait pas envie. Au lieu de cela, il s'est concentré sur son podcast, son écriture et une association locale qui aidait les jeunes de la première génération à lancer leurs propres projets. Il était un mentor lent, personnel, honnête. Il leur parlait de l'échec comme d'un outil, pas d'une pierre tombale. Un après-midi, après un événement scolaire, un adolescent l'a pris à part et a dit « Je ne pensais pas que les gens comme vous se relevaient. » Lucas a souri. Parfois, tomber est la seule façon de se souvenir de ce qui nous tient vraiment. Ce soir-là, il se tenait sur la terrasse alors que le soleil se couchait derrière les collines. Chloé est sortie, 2 tasses de tisane à la main. Elle n'a pas demandé à quoi il pensait. Elle est juste restée à côté de lui, comme elle l'avait toujours fait. Et il a su, sans titre, sans argent, sans applaudissements, qu'il était suffisant. Parce que la vraie victoire n'était pas de reconstruire l'Empire. C'était de ne plus jamais avoir à porter le masque. Peut-être que vous y êtes passé aussi, pas au sommet, mais au bord du gouffre, où tout ce que vous avez construit commence à vous glisser entre les doigts, et le silence devient si assourdissant que vous oubliez comment demander de l'aide. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si vous avez déjà ressenti la peur de ne pas être assez sans vos réussites, laissez un commentaire. Votre voix pourrait être celle que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre ce soir. Et si vous croyez en ce genre d'amour qui reste, même lorsque tout le reste s'effondre, mettez un pouce bleu
abonnez-vous à la chaîne, parce qu'ici, nous racontons des histoires qui ne font pas semblant. Des histoires de chute, oui, mais surtout de ce qui se passe lorsque nous décidons de nous relever quand même, et de qui nous devenons quand il n'y a plus rien à cacher.